aussi nombreux. Alors, nous, une fois qu'on a entendu parler de la question des musiciennes et de leur parcours, une fois qu'on a vu et qu'on a entendu le témoignage de Marianne Robert chez Sony sur la vie dans l'entreprise et la place des femmes dans nos structures, ici, sur cette table ronde, on va plutôt travailler la question de la présence des femmes sur les programmations. Donc le CNM ayant l'ensemble des esthétiques musicales sous son giron, on a la chance d'avoir des représentants de différentes esthétiques autour de cette table ronde. Donc peut-être que je me disais qu'on pourrait commencer par Héloïse. On est au Palais Carly. Je sais que ce n'est pas qu'un lieu d'enseignement de la musique classique, mais il me semblait intéressant de peut-être pouvoir commencer par votre témoignage, notamment par le projet qui s'appelle Elle Women Composers, autour de la visibilité des compositrices, on va dire, et pour répondre à cette question de comment inclure des œuvres de compositrices dans les programmes. Héloïse. Merci beaucoup. Peut-être commencer par les freins. Avant les leviers. La première chose que je souhaitais aborder, c'est sur l'utilisation du mot compositrice, qui, comme vous l'avez peut-être remarqué, n'est pas si simple. On entend quasiment tout le temps femme compositrice et non compositrice tout court. Et j'avais envie de faire un petit passage par l'utilisation de ce mot, parce que c'est très important, que ça reflète de beaucoup de difficultés, de ne pas pouvoir dire encore aujourd'hui juste compositrice et de se sentir obligé de préciser femme. Et je le vois à tous les niveaux, des plus grandes salles qui programment des compositrices, comme vous pouvez l'observer très couramment, on ajoute toujours femme avant compositrice, alors que dès 1847, on pouvait lire des articles, notamment un qui disait quelle injure faite aux femmes de ne pas utiliser, parce que le mot compositrice n'était pas dans le dictionnaire pour parler des femmes qui écrivent de la musique, et le mot existe dans le dictionnaire aujourd'hui depuis presque un siècle, et il n'est toujours pas utilisé tout seul. On ne dit jamais homme compositeur. Pourquoi dirions-nous donc femme compositrice? Voilà, j'avais envie de commencer par ça parce que je trouve que c'est très important et que c'est une lutte que j'ai moi au quotidien, de demander aux gens d'enlever dans des textes femme devant compositrice. Après, attention, du coup, il faut plus de la journée dire femme devant compositrice, sinon ça va dire où dans la salle. Alors, un autre frein qui est très général, qui va être la méconnaissance. D'abord, une méconnaissance historique. On est souvent convaincu que si on ne connaît pas, c'est que ça n'est pas bien, que la musique n'est pas bonne. Alors, et souvent aussi convaincu que si on ne connaît pas ces compositrices, c'est qu'elles n'ont pas eu de succès de leur vivant, c'est qu'elles n'ont pas eu de reconnaissance. Ça a parfois été le cas, ça n'a pas toujours, ce n'est pas un long fleuve tranquille, bien entendu, mais pour autant, certaines d'entre elles ont eu une immense reconnaissance, à la fois en étant jouées et relayées dans les articles de la presse de l'époque. Et c'est l'histoire qui les a effacées et toujours considéré qu'elles n'avaient pas de place en leur temps et qu'aujourd'hui tout va beaucoup mieux, c'est faux. Ça ne va pas forcément mieux aujourd'hui sur la programmation des compositrices que ça ne l'était il y a un siècle. On peut le voir dans les articles de journaux où elles étaient, on les trouve beaucoup. Je ne dis pas que tout allait bien il y a un siècle, hein, loin de là, mais c'est pas si terrible que ce qu'on veut bien nous faire croire parfois. Et notamment, je pense qu'il y a un exemple qui est très intéressant, qui est au sujet d'une compositrice française qui s'appelle Louise Farinck, qui est une compositrice du début du 19e siècle. En 1872, le dictionnaire universel lui promet un brillant avenir dans l'histoire de la musique. 8 ans après sa mort, il ne subsiste que professeur du conservatoire.
Voilà, c'est aussi simple que ça. En quelques années, quand une compositrice n'est plus là pour défendre son travail, on peut le voir. Comme le disait tout à l'heure Lola, les compositrices ne font pas partie de l'histoire de la musique. Autre frein, la méconnaissance du répertoire, qui découle de tout ce que je viens de dire. Si on ne connaît pas suffisamment d'œuvres de compositrices, comment pourrait-on les programmer ? Et c'est une grande difficulté quand on demande à des programmateurs d'orchestre aujourd'hui, il faut programmer plus de compositrices. Oui, mais quoi ? Alors bien entendu, il existe plein d'œuvres et on programme globalement toujours les mêmes. Donc c'est une vraie difficulté. Et puis après, la trop grande absence des enregistrements ou d'enregistrements de qualité d'œuvres de compositrices ne facilite absolument pas la vie pour les programmateurs. Voilà pour ce qui est des freins. Je ne sais pas si vous voulez que j'enchaîne avec les leviers. Non, on va les laisser pour un second tour. Est-ce que vous pouvez quand même juste un peu préciser l'action que vous menez dans le cadre de votre structure pour justement faire sortir en fait de l'inconnu et de la méconnaissance à la fois les compositrices et leurs œuvres, s'il vous plaît. Alors du coup, si je réponds à cette question, je parle de certains leviers en tout cas. La première chose que je m'applique au travers donc de cette structure, Elle Women Composers, dont le but est de rendre visible et de diffuser les œuvres des compositrices, est de ne jamais programmer une œuvre d'une compositrice parce qu'elle est écrite par une femme et justement parce que je suis convaincue qu'elle doit réintégrer le chemin de l'histoire de la musique et des salles de concert. Et c'est très important parce que on voit fleurir des programmes compositrices dont le seul fil artistique conducteur est par le prisme du genre et pas toujours par le prisme de la qualité artistique des œuvres. Et je pense que ça ne sert pas la cause, entre guillemets, si c'est une cause. Nous, dans les leviers qu'on a développés, qui sont, et je tiens à le préciser, complémentaires de toutes les autres démarches qui vont dans ce sens, et c'est très important de le dire, il y a d'abord lire les œuvres, déchiffrer, ne pas s'arrêter à ce qu'on connaît, mais aller chercher de manière systématique des manuscrits, des premières éditions d'œuvres non identifiées, et qui permettent de faire un tri entre, c'est subjectif bien entendu, mais des œuvres qui méritent, entre guillemets, et d'autres qui le mériteraient moins. L'autre chose, c'est d'éditer des partitions, parce que l'accès aux partitions des compositrices est bien trop compliqué et difficile encore aujourd'hui. Enregistrer la musique, je pense que c'est un chemin indispensable pour que les programmateurs puissent écouter ces œuvres, sinon on ne peut pas leur demander de les programmer, ça n'est pas possible. Donc on a créé un label de disques, la boîte à pépites, l'année dernière, et on a pu observer, au-delà de tout ce que j'avais pu espérer, une curiosité immense du public pour notre première monographie autour de Charlotte Sohi, qui est une compositrice qui n'était absolument pas identifiée et qui a été plus d'1 million de streams sur les plateformes pour de la musique classique. C'est rien pour les musiques actuelles, je le sais bien. Et pour de la musique classique, notamment pour une compositrice que personne ne connaît, ça veut dire que les gens sont curieux. Et ça, c'est extrêmement positif. Donc je pense que c'est hyper important de pouvoir les enregistrer de manière beaucoup plus large que ça ne l'est aujourd'hui. Autre chose, je pense que confier... alors diffuser, bien entendu, collaborer à plusieurs niveaux avec les conservatoires pour aider à enrichir les bibliothèques des conservatoires, parce que ça passe par là, à développer le fait que moi, à mon époque, je n'ai étudié que des compositeurs de toute ma vie, je suis violoncelliste. Je pense que ça va beaucoup mieux, mais je pense qu'il y a encore un chemin à faire. Confier les œuvres à des très grands interprètes, c'est primordial, c'est ce qui donnera envie aussi à la jeune génération, c'est ce qui inspirera la jeune génération à avoir envie de jouer ces œuvres. Et je pense que c'est très important, et collaborer avec des grandes structures de diffusion pour les épauler, les accompagner dans quoi programmer. En tout cas, ça fait partie du cœur de nos actions au travers de cette association, et travailler sur la visibilité de ces vies de compositrices qui sont toujours absolument passionnantes. Et je pense qu'en connaissant mieux leur vie, en les recontextualisant, on les rend plus accessibles. Donc voilà, c'est le cœur de nos actions. Voilà. Merci pour ce témoignage, Héloïse. Donc, derrière ce travail à la fois d'archéologie pour faire ressortir et retrouver des œuvres,
et pouvoir après les éditer pour qu'elles soient diffusées. Donc vous participez à cette visibilité-là des artistes féminines, en l'occurrence des compositrices. Ce serait intéressant de faire un parallèle avec le travail qui est mené par Aymeric Pichevin, par le projet Rappeuses en liberté, qui contribue de son côté également à rendre plus visibles des artistes féminines du rap. Aymeric, peut-être vous pouvez nous expliquer un peu. Merci. Alors oui, nous, il y a... Comment l'idée est née et comment elle agit aujourd'hui? Alors nous, l'idée est née il y a quelques années. J'ai une toute petite société dans le domaine de la musique et on faisait un certain nombre de séries vidéo sur le rap et sur les aspects moins connus du rap. Donc on avait fait des séries sur les beatmakers, les beatmakeuses, des séries sur les clipmakers, les clipmakeuses, je vous en passe. Et puis à un moment on se dit, il y a un souci, c'est qu'il y a un autre aspect qui est moins connu du rap, c'est les rappeuses, voire inconnues, puisqu'il n'y en avait quasiment pas, qui étaient à un niveau, enfin les chiffres de tout à l'heure sont éloquents, il n'y en a quasiment pas à un niveau émergé, alors que le rap est un genre aujourd'hui très dominant. Donc à ce moment-là, on a juste, entre guillemets, fait une web-série qui s'appelle Rappeuses, où on mettait en avant des rappeuses qui sortaient un album, donc qui étaient déjà en début de carrière. Pour vous donner un exemple, puisqu'elle est aujourd'hui assez reconnue, on a fait le Juice par exemple, qu'on avait interviewé à l'époque. Et en faisant ça, en discutant avec les rappeuses, en discutant avec leur entourage, on s'est rendu compte qu'en fait le sujet dépassait largement la médiatisation, qui est évidemment extrêmement importante comme pour tout artiste, mais que le sujet était bien plus complet. Et moi, il y a une phrase qui m'a vraiment servi de déclic, c'est une rappeuse qui disait que le rap peut comporter des paroles très crues, et elle disait, mais si moi j'écris comme ça, alors je m'en prends plein la figure, parce qu'une femme, ça ne dit pas ces choses-là, et si je le fais pas, on me dit que je fais pas du rap. Donc, elle était là, elle rappeuse, et à se poser des questions sur l'essence même, c'est-à-dire la première étape qui est l'écriture, de dire, moi, qu'est-ce que je fais? En tout cas, pour elle, il y avait déjà un point bloquant. Donc on s'est dit qu'il fallait essayer d'aller au-delà et donc de proposer un dispositif très complet et si possible assez puissant pour essayer de lever un certain nombre de freins qu'on avait identifiés, à commencer par celui-là, celui de la création. On a parlé tout à l'heure de l'absence ou du peu de rôle modèle qu'il peut y avoir dans le secteur de l'industrie qui signait peu de rappeuses, et puis dans les médias, il y avait peu de rappeuses. Donc on s'est dit qu'on allait essayer de créer un écosystème, et j'insiste sur le fait qu'on s'est entouré de partenaires avec qui on co-construit cet écosystème qui est Rappeuses en Liberté, à commencer par le CNM, qui est un soutien extrêmement important et que je remercie. Et donc on a, en gros, j'ai essayé d'être synthétique parce que ça peut être un peu long, mais en gros on a identifié 3 gros piliers sur lesquels on a travaillé. Le premier, c'est la formation, c'est justement pour répondre à cette question de frein qu'il peut y avoir à l'écriture, par exemple, c'est de dire on fait des ateliers d'écriture, de chant, d'expression scénique, et puis aussi de structuration professionnelle, parce que ça a été dit aussi ce matin, pour que les artistes savent aussi où elles vont mettre les pieds. Et donc là, il y avait cette première idée-là qui était de dire, tu t'exprimes, tu vas faire des ateliers qui vont, on espère, t'aider à t'exprimer en tant qu'artiste, sans te poser la question de savoir si rappeuse, rappeur, etc., t'as le droit ou t'as pas le droit. Ça, c'est la première chose, et beaucoup aussi de liens et de rencontres avec des personnalités, des rappeuses, parce qu'heureusement il y en a quand même, donc Doria, Chila qui sont venus, Vicky R qui sont venus les rencontrer, des professionnels de la musique nombreux, je ne peux pas les citer tous, y compris des hommes qui sont venus les rencontrer. Ça c'est le premier aspect, et de la formation aussi complémentaire par des structures partenaires. Typiquement, sur la vidéo, YouTube est venu justement faire une journée de formation. On a la DAMI qui est intervenue, la SACEM, etc. Voilà. Donc ça, c'est la première partie. Le deuxième grand pilier, c'est de créer de leur donner des outils et de les mettre, de les exposer devant le monde professionnel. Donc ces outils, il y en a de 2 sortes. C'est déjà, on les envoie en studio professionnel. Pour certaines, c'est la première fois qu'elles mettent les pieds en studio pro. Donc elles enregistrent des titres individuels.
et des titres collectifs. Et je précise que les titres individuels, elles leur appartiennent, c'est pas, on n'en prend pas, on ne les produit pas. Et donc l'idée, c'est que là, on les diffuse. Donc on a un partenariat avec Believe. Alors je ne veux pas citer tous les partenaires parce qu'on en a beaucoup, mais bon, le but, c'est donc on les diffuse et on a fait des clips aussi pour les mettre en avant. Et puis l'autre partie, ce sont des concerts. Et il y a plusieurs concerts. Il y en a deux qu'on fait systématiquement, qui sont à l'Université Paris 8. Il y a un festival de rentrée qui est un gros festival. En tout cas, pour une fac, c'est un gros festival. Donc, elle joue sur la scène principale. Et ensuite, 15 jours plus tard, elle joue au MAMA, MAMA Musique et Convention, ce qui nous permet de les présenter au monde professionnel. Et je précise qu'à chaque fois, la salle est pleine. Donc, ça veut dire qu'il y a de l'intérêt pour aller les voir et découvrir des artistes et des rappeuses. Et le troisième grand pilier, c'est les médias, parce qu'évidemment, on a commencé par là, mais ça reste évidemment très important. Donc on a un gros travail autour des médias, et avec beaucoup de partenaires, à la fois des partenaires très spécialisés rap, comme Bouscapé, qui est très leader dans ce domaine-là, comme Move, Radio France spécialisée sur le hip-hop, et puis aussi du généraliste, parce que c'était le but aussi de toucher aussi largement que possible. Donc on a France Télévisions, par exemple, on a un partenariat avec JC Decaux qui nous permet de faire de l'affichage. Enfin voilà, on essaye vraiment de porter à la fois Rappeuses en Liberté et les rappeuses elles-mêmes. Et je terminerai juste là-dessus sur les médias, c'est qu'on a en plus cette année Brut, qui est partenaire aussi, qui a fait toute une web-série, pardon, pas une web-série, pour le coup une série documentaire en 12 épisodes qui est actuellement diffusée et qui permet là encore de diffuser les valeurs qu'on essaie de défendre, et puis aussi chaque artiste là sont valorisés puisqu'à chaque fois il y a un épisode qui les concerne, donc ça les permet de les mettre en avant aussi. Voilà ce qu'on fait, et ce qui nous permet ensuite, il y a 3 rappeuses qui sont accompagnées de manière encore beaucoup plus poussée et qui vont faire toute une tournée qui va les amener jusqu'aux Ardentes, puisqu'on a un partenariat avec les Ardentes, donc festival de hip-hop majeur en Europe. Et c'est peut-être intéressant de souligner que les Ardentes ont pris le risque de dire ok, on ne connaît pas les lauréates, mais on est d'accord, elles vont jouer chez nous. En général, c'est ouais, ok, dès que tu as les lauréates, tu viens me le dire, et puis on verra si on les programme ou pas, ce qui est déjà très bien. Les Ardentes ont dit, nous on y va, ok, on les programme. Et là, on a fait la première année là, en juillet dernier. Elles étaient sur la scène découverte, et ça s'est tellement bien passé qu'on y retourne l'an prochain avec les lauréates de suivantes, et qu'on sera elles seront, moi j'y serai pas, sur une des scènes principales. Donc voilà, voilà ce qu'on essaye de faire en résumé. Et pour information, on a aussi des actions beaucoup plus locales et associatives. Et on a aussi tout un tissu associatif avec lequel on travaille, et notamment via le rap, pour des associations qui accueillent des jeunes femmes victimes de violences, et on crée des ponts entre les deux, et ça aussi c'est assez intéressant. C'est complet. Merci Aymeric pour ce témoignage. Donc on voit à travers les 2 dispositifs, qui soient dédiés à celui de la musique classique ou à celui du rap, qu'il y a donc aujourd'hui, qu'il existe des dispositifs pour rendre visibles les artistes féminines, et on se rend compte qu'en fait vous intervenez à plusieurs étages, que ce soit sur, alors je disais, cette archéologie, ce repérage-là, il vaut aussi chez Rappeuses en Liberté, puis après la formation et la mise au travail et la mise en résidence des artistes, et puis après rendre plus médiatique et rendre plus visible ces artistes-là, que ce soit en confiant la partition de l'artiste à un grand interprète, ou que ce soit en travaillant avec des médias. Donc vous agissez pour rendre visibles ces artistes-là. Quand on est directeur d'un festival comme celui de Marseille Jazz des 5 continents, et qu'on est en charge de la programmation, comment nous arrive cette visibilisation des artistes, et est-ce qu'en jazz il y a des dispositifs équivalents, et en fait comment on accède en fait à ces carrières-là pour pouvoir avoir envie de les mettre à la programmation, à son affiche? Déjà, il y a la double peine, c'est que le jazz, déjà, il faut qu'il soit médiatisé lui-même, parce que c'est pas une des esthétiques qui est la plus médiatisée, même si elle se bat beaucoup, elle est très vivante et très enthousiaste, et qu'elle est vraiment en train de changer. Et donc après, les femmes dans le jazz, ça aussi, c'est... Voilà. Moi, je vais être... Typiquement, le
le personnage dont parlait Raphaël tout à l'heure, c'est rigolo d'ailleurs que c'est lui qui en parle, c'est qu'il croyait qu'il n'y avait pas de problème. Il n'y en a pas, il suffit d'écouter, mais enfin c'est normal et tout. Et donc quand j'ai pris la direction du festival, naturellement, je me suis installé là-dedans. Et on a eu la chance d'intégrer plusieurs réseaux. AJC, qui est un réseau français de festivals et d'opérateurs autour du jazz, et European Jazz Network, qui est un réseau européen sur les mêmes choses, les festivals, les clubs et tous les opérateurs du jazz. Et à l'intérieur de ces réseaux, bruissait très largement cette réflexion, le fait que vraiment il y avait un vrai problème. Et bon, ah bon? Mais ça se résout comme ça, il suffit de faire attention et tout. Et donc, je me suis avancé dans cette idée-là de programmation en disant que ça allait. La première année, on fait très attention, j'ai fait attention, tout ça, je programme, et je regarde ma programmation quand je l'ai finie, il y avait 15% de femmes en naturel comme ça. Je me suis dit non mais ça va pas du tout, quoi, ça va pas du tout. Et j'ai suivi la prérogative qu'a pris donc le réseau européen, c'est d'établir une charte dans laquelle on s'engageait, parce que je me suis rendu compte que c'était pas simplement de dire oui on fait attention, c'est qu'il faut s'engager. Il faut s'engager avec des obligations, et qu'on est dans cette période-là où pour initier un changement, il faut vraiment s'obliger à certaines choses. Et donc en signant cette charte, je suis rentré dans un processus d'attention particulière portée sur ce sujet-là. Et donc bien sûr, je me suis retrouvé confronté, comme tous les programmateurs, à chercher les artistes et de s'apercevoir effectivement le constat qu'on a fait tout à l'heure, qu'il y avait beaucoup moins d'artistes féminines que masculines, et particulièrement dans le jazz. Une histoire aussi longue de manière d'avancer dans cette histoire, même s'il y a des femmes dans le jazz qui sont particulièrement importantes et qui ont structuré toute l'histoire du jazz et qui sont passionnantes à raconter. Enfin, globalement, il y a une disproportion incroyable entre les artistes masculins et les artistes féminines. J'ai vu que les chiffres ce matin étaient moins... Alors ça, c'est la deuxième partie de mon propos. C'est que du coup, s'enclenche, et je prends un témoignage que je remets sur ma personne, mais qui est partagé par beaucoup, et j'espère qu'il est exemplaire, c'est dans ces réseaux, on parle, on échange, et avec les programmateurs, certains sont dans la salle aussi déjà, on échange dans cette nécessité-là en disant oui, mais le débat tout de suite vient sur le thème. Donc effectivement, il y a beaucoup moins d'artistes féminines que masculines, mais aussi on ne va pas programmer des femmes parce que c'est des femmes, quoi. Voilà, donc ça. Et puis, mais enfin, c'est les instruments aussi, quoi, quand même, la qualité. On va prendre des chanteuses. Il y a tous ces poncifs, parce qu'on s'aperçoit que ce sont des poncifs. Une fois qu'on les a passés, et ça, mes camarades et moi-même, on est dans cette démarche-là. Une fois qu'on les a passés, reste ce problème, effectivement, dont tu parles, c'est la programmation. Comment on fait? Voilà. Et moi, je me trouve dans une situation à la fois inconfortable et très confortable. C'est-à-dire que le jazz permet cette idée de curation, je dirais, par rapport à un festival, que d'autres festivals peut-être ne font pas parce qu'ils sont plus liés à l'économie, aux chiffres de vision, de streaming, et voilà. Et donc d'être obligé de diffuser des artistes bankable. Le jazz a encore cette capacité, justement, à offrir une possibilité pour les programmateurs de faire de la curation, c'est-à-dire d'aller chercher, de faire découvrir et de présenter à un public qui a encore, pour combien de temps, j'en sais rien, si on n'aide pas les structures d'organisation de festivals de jazz, je ne sais pas, mais il y a encore cette ouverture à la découverte, à l'inconnu. On va dans un festival, parfois on ne connaît bien sûr pas les artistes, qu'on n'a jamais vus sur aucune chaîne de télé. Ça aussi, c'est encore en train de changer, puisque maintenant, avec les réseaux sociaux et avec les différents médias, il y a encore un débat qui se monte. Mais en fait, on s'aperçoit que beaucoup de choses changent en même temps. Mais voilà, le programmateur peut, et doit, et va, et en tout cas, s'agissant de Marseille Jazz et Saint-Continent, le fait, influer sur sa programmation avec cette orientation-là.
Et on s'aperçoit très vite qu'il n'y a pas de musique de jazz femme et de musique de jazz homme, il y a le jazz, et à l'intérieur de ça, les gens trouvent tout à fait leur place, s'inscrivent dans une programmation tranquillement, normalement, et rencontrent un public qui écoute et qui découvre comme ça. Donc ça fait voilà, cette transformation qui est en train de s'installer, donc depuis quelques années qui se sont passées jusqu'à aujourd'hui, le festival arrive, même si jamais il y a encore un déséquilibre, mais enfin on arrive maintenant à relativement équilibrer la programmation, avec quand même ce bémol-là, c'est que entre leader et groupe, parfois il y a des groupes qui sont leadés par une femme, et derrière il y a plein d'hommes. Donc ça c'est encore une chose à faire, mais allié avec l'éducation, et petit à petit ça va évoluer. Donc moi je suis dans une dynamique positive. Voilà. En Europe, sachez que c'est un sujet qui marche. On est dans les autres pays, il y a beaucoup d'expériences qui fonctionnent, qui sont très très novatrices et très impliquées sur ces thématiques. Et au-delà de ça, on parlait tout à l'heure d'élargir ça à la diversité en général, parce que ça aussi c'est très important. Et pareil, aux États-Unis, dans le jazz, il y a des organisations très fortes qui se mettent en place sur ces thématiques-là et qui font que les choses sont en train de bouger. Et je pense de manière optimiste mais raisonnable, que d'ici à quelques années, la bascule sera faite. Il faut ramener l'éducation de la musique, du jazz au premier plan, pour les femmes autant que pour les hommes, mais ça va fonctionner. Et nous, on arrive au bout de la chaîne, programmateur, on se dit, tiens, mais en fait, on est au début de la chaîne. Parce que quand on met des artistes féminines sur scène, eh bien, ça enclenche ce dont on parlait tout à l'heure, l'identification, l'envie de faire, et voilà. Et donc la chaîne, en fait, c'est une roue qui est enclenchée, à laquelle, au Marseille Jazz des 5 continents, avec l'aide de tout le monde, eh bien, on avance. J'aime cet optimisme. Donc toi, Hugues, tu dis qu'avec beaucoup de volonté, portée par l'ensemble de la chaîne, ça va finir par porter ses fruits. Moi, j'étais un peu encore sous le choc des statistiques qui nous ont été présentées ce matin par Maxime. Je savais qu'il y avait un beau chantier devant nous, mais je me suis un peu affaissée quand même face aux chiffres. Jean-Paul, de ton côté, j'ai envie de poser un peu la même question. Quand on est à la tête du festival des Eurokéennes, comment on accède à des artistes féminines pour pouvoir après établir sa propre programmation? Parce qu'il y a ce côté quand même un peu bout de chaîne quand on est un diffuseur comme un festival. Oui. En fait, je pense que déjà, il y avait, pour nous, comme on a travaillé, il y avait une histoire de prise de conscience. Alors, il y a deux solutions. Là, on l'avait fait, en tout cas, déjà moi, je l'avais fait pour tout ce qui avait attrait au recrutement, où je m'étais aperçu, effectivement, que on avait tendance, le festival, quand on faisait les bilans, bien entendu, à ce que l'emploi soit plus masculin que féminin. Que quand il y avait quelques bénévoles, là par contre c'est exactement le contraire, etc. etc. Et disons qu'on ne pouvait pas non plus nous accuser de militantisme misogyne ou je ne sais pas quoi, hein. C'était effectivement un peu ce que vous disiez, c'était qu'il y avait comme ça quelque chose un petit peu de fantôme, surtout qu'en plus c'était occupé par, le poste de recrutement était occupé par des femmes. Donc j'ai fait la même chose en tout cas pour les programmateurs. À l'époque il y avait 2 programmateurs, je parle de ça il y a 10 ans, en prenant la programmation qui venait d'avoir lieu et puis de compter comme on a fait ce matin. Et puis effectivement, la vérité crue apparaît, j'allais dire, de façon assez violente. Moi, j'ai préféré faire ça plutôt que de pousser les programmateurs à finalement avoir une histoire de quota, où il aurait fallu finalement répondre au manager en disant « Bon, écoute, il nous a parlé de ça, voilà ce qu'on va faire, t'es content, il y en a 50%, etc. » Mais plus effectivement être en phase avec, j'allais dire, les éditos de nos outils de communication qui prônaient, bien entendu, toutes les valeurs inclusives, etc. Une fois qu'on a fait ça, moi, effectivement, quand on voit les pourcentages peuvent cacher beaucoup de choses.
On peut effectivement, dans un dossier CNM, tout à fait dire qu'on est bon élève et qu'on a fait 40% de groupes dits féminins, mais il faut savoir où est-ce qu'on les a fait passer et à quelle heure. Parce que dans un festival comme le nôtre, on va dire on a plusieurs scènes, on en a une qui peut accueillir 25 000 personnes, et puis une petite qui peut en accueillir 5 000. Donc si effectivement les 40% se trouvent sur les petites scènes, on n'a pas vraiment rempli, j'allais dire, à mon avis, l'affaire. Alors là, après, on se retrouve, c'était la question, on se retrouve face à un marché. Si on pose la question ici au festival, qui n'a pas eu envie d'avoir cette année Angèle, Rosalia, enfin toutes les grandes icônes pop, mais bien entendu, là, on se confronte à ce qu'on appelle le budget, pour voir, puisqu'elles ont pris, effectivement, par contre, elles sont devenues très bankable, ces nouvelles artistes, ces féminines. Et donc, nous, on s'est dit, dans la partie programmation que l'on a, on a souvent ce qu'on appelle des focus. C'est soit des créations, soit des rencontres artistiques, soit des choses qu'on met plus en avant. De façon assez naturelle, on s'est aperçu que c'était une manière pour nous d'exposer peut-être ce qui était sous-exposé. Et donc, si je prends un exemple, par exemple, cette année, on va mettre en valeur, alors c'est un sous-genre, pardonnez-moi pour ceux qui connaissent, mais un sous-genre du dancehall jamaïcain qui s'appelle le chata, qui est plutôt, on va dire, une image plutôt viriliste, mais justement, on a pris un peu le contre-pied pour essayer d'inviter justement les voix martiniquaises de ce genre-là. Ensuite, une fois qu'on a cette idée-là, d'aller voir une autre fille plasticienne qui travaille aussi, le terme est d'elle, sur le féminisme de masse, et qui va scénographier en fait cette affaire-là. Et donc on essaie de construire en fait une aventure, sans bien entendu y apposer un tampon spécial femme, parce que là, ce serait bien entendu en dehors de toute contraire un peu à la démarche. Et ça nous permet finalement, je trouve, dans des petites scènes, d'exposer fortement des choses qui se passeraient peut-être un peu plus inaperçues dans l'ensemble d'une programmation qui compte à peu près 60 artistes. Moi, j'ai trouvé en tout cas que depuis que je l'ai fait, le programmateur, puisque c'est de lui qu'il s'agit, bien entendu, le fait de façon, j'ose dire le mot, naturelle. Et presque même, j'ai envie de dire, c'est lui qui doit faire ce décompte ou ce pourcentage s'il veut, mais c'est pas à moi finalement de le faire. Moi, je diffuse finalement l'esprit, et puis après, ils doivent y répondre. Nous, on s'aperçoit malgré tout, et je dis pas ça parce que en 80, je crois que j'achetais un livre de Marjorie Alessandrini qui s'appelait Le rock au féminin déjà, donc on sait très bien, notamment dans tous ceux qui travaillent sur le rock, qu'il y a eu des icônes, et il y a des icônes encore du rock, donc on n'a pas de problème par rapport à ça. La seule chose, c'est la prise de conscience en fait. Et effectivement, la prise de conscience, elle n'est aidée que par des chiffres. Mais une fois qu'on a les chiffres là, il faut, à mon avis, travailler un peu autrement. Donc voilà, et puis après, j'allais dire... c'est une attention aussi à des projets. Nous, on a si je peux me permettre, on a une opération d'accompagnement expérimental de jeunes artistes. On fait ça avec la Suisse, on est frontalier de la Suisse. Et donc, il s'agit de faire rencontrer à des jeunes artistes, on va dire non pas des professionnels de l'accompagnement, mais d'autres artistes ou d'autres personnes qui peuvent effectivement participer un peu à leur aventure, trouvant dans cette opération une sorte de lieu des possibles. J'ai envie, je fais du rap, et j'ai envie de m'accompagner d'un quatuor à cordes, on le fait, on peut te le payer, etc. Pas d'obligation de résultat, juste une aventure dont on sait que, comme toute aventure, elle ne sera jamais oubliée, etc. Par exemple, il y a beaucoup d'artistes féminines dans ce dispositif, par exemple, mais je prends un exemple, on avait accompagné une jeune fille qui s'appelait Verveine, une artiste suisse. Plutôt que de la mettre avec un beatmaker ou un compositeur, dans son genre à elle, on a plutôt on a préféré le faire rencontrer par exemple avec Anne Pierlet, qui est aussi une femme qui travaille seule sur scène. Et que peut-être ça allait moins parler, entre guillemets, de musique ou de la façon de fabriquer la musique, que plutôt du statut d'être en plus seule sur scène en étant une femme. Voilà. Bon, après, moi je ne m'érige pas du tout comme modèle. J'ai rempli le dossier du CNM il n'y a pas très longtemps. On n'est pas à 50%. Voilà. Mais par contre, je pense que dans le programme cette année, il y aura des faits saillants qui seront, j'allais dire, plutôt à coloration féministe. Merci de ce témoignage. Donc, en fait, on se rend compte par ces premières prises de parole que de gros efforts sont portés, en tous les cas par les grands témoins qui sont ici sur ce plateau, pour rendre visibles ces femmes, les rendre visibles pour
pour qu'elles puissent être repérées par des programmateurs qui à leur tour leur offrent une caisse de résonance médiatique pour faire émerger ces fameux rôles modèles dont on a dit qu'ils étaient quand même déterminants pour pouvoir après créer des vocations et repartir dans une nouvelle boucle. Myrtille Picot, vous êtes sociologue, vous avez observé et travaillé sur la question justement de la représentation des artistes féminines sur des programmations entre Paris et Berlin, notamment sur un travail particulier que vous avez fait, une thèse. Qu'est-ce que ces témoignages évoquent pour vous ? Déjà, alors, je voulais revenir peut-être sur cette question du rôle modèle par rapport aussi à ce qui a été dit ce matin. Donc du rôle modèle pour les artistes femmes, mais aussi pour les personnes qui appartiennent à des minorités de genre, hein, qui sont aussi minorisées dans les programmations, donc par exemple les personnes trans. Du coup, cette question du rôle modèle qui est beaucoup mise en avant. Et en fait, ça rentre un peu en tension quand même avec d'autres choses qui ont été dites, qui sont qu'à la fois au départ, dans les écoles, dans un certain nombre d'écoles, on a autant d'hommes que de femmes parmi les étudiants et les étudiantes, ou en tout cas, c'est beaucoup moins déséquilibré qu'après. Et pareil, aussi la question qu'il y avait plus de femmes dans les plus petites salles et que plus on monte, entre guillemets, dans la taille des jauges, moins il y en a. Donc du coup, est-ce que c'est... Parce que l'idée de rôle modèle, c'est en fait, les jeunes artistes n'arrivent pas à se projeter et donc n'arrivent pas sur scène, mais finalement, c'est un petit peu contradictoire avec un certain nombre de chiffres, puisqu'il semblerait que les jeunes artistes sont là, mais elles n'arrivent pas, enfin, ils et elles, n'arrivent pas après sur les scènes. Donc voilà, où est le problème ? Donc moi, ce que je me suis demandé, vu que j'ai travaillé plutôt sur la programmation, donc les personnes qui programment et qui sélectionnent donc les artistes dans les salles, parce qu'on regarde souvent du côté des artistes, mais il y a bien des gens à un moment donné qui les signent sur des labels, qui les font monter sur scène, donc ça m'intéressait de regarder à ce niveau-là. Qu'est-ce qui éventuellement, qu'est-ce qui fait qu'il y a un goulot d'étranglement finalement qui arrive. Donc une des choses qui me semble importante à signaler, c'est que, en fait, dans le travail de programmation, ce que j'ai constaté, bon après, voilà, j'ai travaillé sur 2 villes en particulier, hein, Paris et Berlin, c'est pas forcément exactement pareil partout, c'est pas exactement pareil dans les salles et dans les festivals, etc. Donc voilà, il y a des variations, mais je pense que ça donne quand même des indications. C'est qu'en fait, le travail de programmation, c'est vraiment un travail relationnel, c'est-à-dire en fait, souvent, les gens se connaissent bien entre différentes salles d'une même ville, dans des esthétiques relativement larges. Donc, et en fait, ils vont dire « Ah, tu sais, t'as vu tel groupe ? Tu sais, j'en ai entendu parler plusieurs fois, ils sont pas mal, et ils ont fait un remplissage de temps dans telle salle. » Et puis voilà. Bon, en fait, ces informations, elles circulent, et donc c'est par ce travail relationnel que va se construire aussi la valeur des artistes. Et c'est des groupes qui peuvent être assez exclusifs, avec des clics d'une certaine façon, des gens qui se connaissent, machin était en stage avec programmateur X, et puis après il va travailler dans la salle Y comme programmateur, etc. Donc finalement on a un réseau au sein duquel il y a une sorte de consensus qui se construit sur ce qu'est la valeur musicale, la bonne musique. Et les artistes qui sont dans tel ou tel réseau, et ça veut dire que si on ne rentre pas dans ce réseau-là, et ben finalement on n'arrive pas à aller sur les scènes. Donc ça, c'est la première chose. Du coup, quand j'ai comparé, j'avais fait un travail de statistique pour comparer les programmations à Paris et à Berlin en musique électronique. Bon, sur un mois, c'est un travail assez lourd de rechercher les artistes, comment ces artistes se présentent, pour après les catégoriser dans des groupes de genre, etc. Et je voyais que c'était un petit peu moins pire, entre guillemets, à Berlin qu'à Paris. Donc on avait environ 20% de femmes à Berlin et 10% à Paris sur les salles que j'avais regardées. Et donc je m'étais dit, mais les programmateurs parisiens sont-ils beaucoup plus sexistes que les programmateurs berlinois ? Bon, en fait, donc c'est pas parce qu'on insiste beaucoup sur les représentations individuelles. Mais en fait, ce qui change aussi entre ces 2 villes, il y a 2 éléments principaux. C'est que les programmateurs et programmatrices à Berlin, souvent, en fait, il y a un certain nombre de salles qui sont programmées par des collectifs. Donc ça veut dire que c'est des gens qui vont avoir des trajectoires assez différentes, qui vont être un peu complémentaires sur des esthétiques musicales un peu différentes. Et donc leur réseau de sélection des artistes, entre guillemets de recrutement,
vont être plus diversifiées et ça diversifie aussi les programmations sur scène. Donc ça, c'est une première chose. Alors qu'à Paris, on a quand même beaucoup des salles qui sont avec une personne qui programme, bon, avec quelques exceptions, puis parfois club-concert, etc. Mais principalement, c'est plutôt une personne. Donc ça, c'est la première chose. Et c'est aussi qu'à Berlin, comme c'est un milieu qui est beaucoup moins professionnalisé, le milieu musical, c'est pas, voilà, le milieu parisien est beaucoup plus professionnalisé. On a un certain nombre de lieux qui s'appuient sur des réseaux militants aussi pour subvenir, enfin voilà, organiser les lieux. Et donc, il y a une forte interpénétration entre le milieu musical et notamment le milieu militant LGBT et féministe. Et donc aussi, il y a l'idée que programmer des groupes spécifiques dans les programmations, c'est pas quelque chose qui va rentrer en tension avec l'artistique. Comme vous l'avez dit, on entend souvent, enfin à Paris, ça m'a été dit souvent, oui, mais je vais pas programmer des femmes juste parce que c'est des femmes. C'est quelque chose, en fait, à Paris, c'est perçu comme deux critères qui sont en tension et qui presque s'opposeraient, enfin avoir une sorte de critère un peu politique qui serait opposé à un critère artistique. Alors que dans l'autre cas, c'est pas vu comme ça, et que de toute façon, dans la programmation, plein de critères interviennent finalement au-delà de l'artistique, hein, des critères économiques, des critères de jauge, enfin voilà, il y a énormément de choses qui sont pas purement artistiques finalement, mais certains posent plus problème que d'autres. Merci. Et donc deuxième chose aussi peut-être que je voulais évoquer, c'est aussi que il me semble que quand on réfléchit à ces questions de programmation, en fait, on se dit comment faire rentrer un petit peu plus de femmes dans les programmations, mais en fait, si on fait rentrer plus de groupes minorisés dans les programmations, c'est aussi que ça va réinterroger les catégories artistiques telles qu'elles sont. Donc là, j'aimerais insister aussi sur le fait que les catégorisations genrées ici croisent de façon extrêmement forte les catégorisations raciales. Donc c'est deux choses qui sont très interpénétrées dans la façon dont notamment les genres musicaux sont définis. Si on pense par exemple à la catégorisation, enfin, des artistes qui peuvent circuler entre des genres, par exemple chanson et rap, ou alors rap et R&B, pop et rock, jazz et musique du monde, on voit comment ces questions de la façon dont les artistes vont être perçus à travers des critères de genre, mais aussi de race, socialement construite, hein, bien sûr, du coup, vont influer sur comment ils vont être catégorisés et du coup repenser en fait qui est dans les programmations. C'est aussi d'une certaine façon repenser la façon dont on considère ces catégories et comment on les hiérarchise. Je prends juste un petit exemple, après je m'arrête, pour que ça soit plus clair. Mais par exemple, j'avais fait une enquête vers 2014 sur le jazz. Et ce qu'on voyait, c'est que donc, j'avais regardé les artistes dans les salles et dans les festivals à Paris et autour de Paris, d'où ils venaient, en termes de pays, où ils résidaient, si c'était des hommes et des femmes, et si c'était vocal ou instrumental. Et j'avais regardé notamment le tarif des concerts. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a un croisement très fort en fait, entre le jazz vocal qui est... En fait, on voit qu'il est dévalorisé par rapport au jazz instrumental parce qu'en fait, c'est toujours beaucoup moins cher et c'est dans des plus petites jauges. Et donc, on voit qu'il y a une forme de hiérarchisation. Et qui est surreprésenté dans le jazz vocal ? Eh bien, les femmes, mais aussi des artistes qui viennent de pays d'Afrique. Voilà, alors que par exemple les artistes qui viennent des États-Unis sont surreprésentés dans le jazz instrumental, qui est le plus présent dans les certains festivals en vue et certaines grosses salles, etc. Donc on voit que finalement, repenser qui est dans les programmations, ça demande aussi de repenser ces hiérarchies-là, et c'est peut-être là aussi où il y a une très grosse difficulté, parce qu'on touche un peu à la structuration en fait, des hiérarchies artistiques, et comment elles ont été construites, et ça c'est difficile pour les professionnels de manière générale de l'art et de la musique. Merci Myrtille. Ce que vous venez de dire pour moi fait écho avec ce qu'a proposé Marianne Robert au sein de Sony. J'ai entendu qu'elle disait qu'il faut croiser les regards pour enrichir les programmations et notamment embaucher des femmes, en tant que directrice artistique. Est-ce que les modes de programmation peuvent être un levier pour modifier un peu et améliorer la place des femmes dans les programmations? Hugues, tu as parlé de curation. Est-ce
est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste et est-ce que c'est à cet endroit-là que ça peut aussi faire avancer un peu le sujet ? Ben oui, très clairement, j'espère. Quand je parle de curation, c'est que je considère la programmation comme étant une page blanche, un peu comme une exposition, et on choisit une thématique. Nous, on a une ligne artistique très forte. C'est super intéressant pardon, mais ce que vous avez dit là, mais on a une ligne artistique très forte de ce jazz qu'on appelle jazz des 5 continents, donc qui est un concept en soi, mais qui, quand il descend dans la réalité de la musique, nous permet justement d'aller chercher dans des espaces qui sont les cultures diverses, la relation entre les musiques du monde et cette musique du jazz, qu'on considère comme la colonne vertébrale de notre proposition, hein, ce jazz qui est né à Nouvelle-Orléans, ce parcours qu'il a fait, cette musique d'émancipation, cette musique sur l'expression de soi par l'improvisation et aussi le travail de grand ensemble, tout ce travail sur l'instrument, enfin toutes ces spécificités qui font le jazz, qui ont été explosées sans bouger beaucoup vraiment par justement l'intégration des musiques du monde, des esthétiques urbaines, des musiques électroniques aussi, et tout ça continue d'évoluer, et le festival souhaite être un portrait un peu de cette évolution au jour le jour, enfin, année après année. Donc on a à l'intérieur d'un moment de programmation, alors là, effectivement, je suis le seul à programmer, et peut-être que l'idée d'élargir, non, mais déjà certains festivals le font en France, et c'est pas mal d'avoir cette réflexion. Voilà, l'avenir. C'est posé, il l'a dit, vous l'avez entendu. J'ouvre la fenêtre. Hein. Voilà, merci beaucoup. J'ouvre la fenêtre à ça. Non, mais parce que collaborateurs. Je parlais tout à l'heure de la force qu'a été d'intégrer des réseaux, mais je me dis que effectivement, c'est pareil. À plusieurs, on est toujours meilleur que tout seul, quoi. C'est tellement simple. Et donc, à l'intérieur de ce moment de programmation, comme ça, on intègre justement ces messages, ces volontés, ces notions d'actualité. Et c'est dans ce sens-là que j'ai senti qu'il y avait une actualité forte à devoir intervenir sur ce champ de la programmation et de la place des femmes dans notre programmation. C'est pour ça qu'on peut dire que c'est un effort, mais c'est pas un effort. Je n'ai pas programmé des artistes femmes qui sont mauvaises sous prétexte que c'est débile, et ça ne serait pas du tout le cas. Mais c'est simplement aller chercher les projets, écouter les choses qui se font, parler avec les artistes aussi. Si ce n'est pas une première année, c'est l'année d'après, parce qu'elles sont aussi, et les hommes aussi d'ailleurs, s'emparent de ces sujets-là aussi, et elles sont en pleine réflexion dans leur création artistique, et donc avec des propositions qui se diversifient, qui montent, et puis ces échanges-là. C'est pour ça que je parle d'optimisme, cet optimisme qui fait qu'à un moment donné, on va passer le point bascule, et hop, ça va dérouler. Dans la lignée de cette réflexion, je voudrais vous adresser une question à tous les deux, Aymeric et Héloïse, de savoir qui sont vos interlocuteurs, puisque vous travaillez, et l'un et l'autre, à l'émergence d'artistes féminines, et que par certaines de vos actions, vous œuvrez directement à les rendre visibles, mais à un moment, c'est aussi les porter vers des programmateurs ou vers des diffuseurs. C'est qui vos interlocuteurs auxquels vous vous adressez ? Vous parlez d'interlocuteurs à quel niveau ? Financier ou artistique ? Artistique, enfin, de programmation en fait. Non, mais les deux sont très importants en fait, parce que pour pouvoir faire le travail qu'on fait, on a aussi besoin d'argent, donc la question se posait. En s'adressant à toutes les structures de diffusion, en travaillant étroitement avec la Philharmonie de Paris, les orchestres en France, en étant dans l'interaction avec les conservatoires, en étant présent, en ayant une grande présence sur le web et les réseaux grands.
toujours dans le champ de la musique classique, donc c'est-à-dire peanuts par rapport aux autres champs de la musique, bien entendu, mais quand même, en ayant une grande présence sur les réseaux, en donnant de l'accès à du contenu, ça fait aussi que les gens viennent à nous, et ça évite d'avoir aussi que ça ne soit qu'à sens unique d'aller vers les autres, donc en s'adressant à tous ceux qui font la programmation, dans mon cas, de la musique classique en France aujourd'hui. C'est plutôt des hommes ou plutôt des femmes qui font la programmation de la musique classique en France aujourd'hui? On a répondu tout à l'heure avec les chiffres. D'ailleurs, en parlant de chiffres, je me permets une toute petite parenthèse parce que c'est important de le dire. On voit à quel point les chiffres, c'est important. C'est la base. Sans chiffres, on ne peut pas avancer. Et aujourd'hui, la part des compositrices dans les programmations françaises, le chiffre n'est pas connu. On a un chiffre qui est basé sur 10 festivals en France, donc c'est pas un chiffre. Et notamment dans les leviers qu'on est en train d'actionner. Et j'en profite pour remercier le CNM vraiment, et Agnès Salle aussi, pour leur écoute constante, l'accompagnement sur le développement de tous ces projets, parce que nous, sur la part des compositrices, aujourd'hui, on n'a pas de chiffres. Le fait de nous accompagner dans le fait de faire cette démarche de comptage qu'on est en train de mettre en place là avec Elle Women Composers, c'est très important parce qu'on aura un chiffre. Sans chiffre, on ne sait pas quel est l'impact des actions qu'on peut avoir. Donc je voulais juste le dire parce que on a tous les chiffres, tous les autres, mais celui-là, on l'a jamais et on en a vraiment besoin. Donc ça nous prendra encore quelques mois, bien entendu, de pouvoir le sortir, mais je suis très reconnaissante qu'on nous accompagne à avoir ce chiffre parce qu'on en a besoin. Merci. Alors nous, dans les interlocuteurs, j'ai dit qu'on avait de nombreux partenaires, je ne vais pas tous les citer. Il y en a une que je suis très heureuse de citer parce qu'elle est présente dans la salle. C'est Geneviève Girard qui préside Azimut et qui est notre partenaire pour booker les lauréates de Rappeuses en Liberté. Et ce qu'on peut constater, c'est que, on n'en est qu'à la 2e édition, hein, mais c'est qu'il y a une évolution nette dans le nombre de concerts qui sont bookés par Azimut. L'année dernière, il y avait encore un petit peu le Covid, donc on ne peut pas complètement comparer, mais on voit bien qu'il y a une évolution, donc ça c'est un premier aspect. On a aussi, nous, un jury dont je n'ai pas parlé, c'est des professionnels de la musique, dans lequel donc, ils sont très représentatifs, très, très, très référents dans le rap chacun. C'est un jury dans lequel notre règle, c'est qu'il faut à minima 50% de femmes. Mais en revanche, on veut aussi qu'il y ait des hommes, évidemment, parce que c'est un sujet qui concerne tout le monde. Et donc, qui ne sont pas que jurys, c'est qu'ils sont aussi nos conseillers, parce qu'ils connaissent le rap très bien et qu'ils ont des réseaux aussi. Et ça nous aide aussi beaucoup, nous, déjà à améliorer le dispositif et puis à trouver justement des pistes pour toujours essayer de trouver des débouchés pour les rappeuses, que ce soit en concert, en médias, etc., etc. Donc nous, ce sont des interlocuteurs avec tous les autres partenaires dont j'ai pu parler tout à l'heure qui sont extrêmement importants et qui nous aident à faire évoluer le dispositif et là vers où on veut aller maintenant aussi. Je ne sais pas si c'est exactement dans la lignée de votre question, mais c'est que je crois qu'il est vraiment important d'avoir fait, en tout cas que le fait que ce soit entre rappeuses fonctionne bien. Et ça, c'est le retour qu'on a des rappeuses, c'est un environnement qui fonctionne bien. Après, évidemment, le but, c'est pas de rester tout le temps entre rappeuses. Et donc, ce qu'on veut aussi, et c'est maintenant ce qu'on va essayer de faire cette année, c'est essayer de créer des habitudes de collaboration aussi avec des rappeurs pour les rappeuses. Et donc voilà, ce seront de nouveaux types d'interlocuteurs auxquels on va s'adresser maintenant. J'ai oublié un truc important, parce qu'on n'a parlé que des relations avec les programmateurs, mais il y a aussi au niveau de... pardon, ça m'a déconcentré. Au niveau des partenariats avec sur tout ce qui est phono, qui est très important, avec les distributeurs, le fait d'être accompagné sur un label qui ne programme que des compositrices par un distributeur puissant et bienveillant et par les plateformes de streaming qui jouent le jeu, Apple, Spotify, de mettre dans des playlists des compositrices absolument pas identifiées, ça fait partie des partenaires très importants pour la visibilité des compositrices aussi. Merci. Le sujet est à peu près sans fin et pourtant on me signale qu'il nous reste 28 minutes. 28 secondes, pardon. Myrtille, peut-être le mot de la fin sur
l'espoir d'un levier qui pourrait faire encore avancer les choses? Peut-être si on m'octroie le mot de la fin, moi je pense qu'effectivement c'est important, mais je pense qu'il faut aussi se dire que ça se construit aussi à travers un rapport de force, parce qu'il y a quand même des résistances qui sont bien là, même si elles ne sont pas forcément vécues comme telles par les personnes qui résistent. Voilà, je pense qu'il faut aussi, c'est aussi un combat qui se mène, et donc il faut aussi voir ça. Comme je pense pas que ça va juste avancer simplement parce que les jeunes aujourd'hui sont plus ouverts, etc. Je pense qu'il faut continuer à se mobiliser sur ces questions. Merci, on en restera là.